Bonjour. Agnès Langevin veut être la candidate des Perpignanais et des Perpignanaises qui ont honte d'habiter dans une ville d'extrême droite. On vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des grands entretiens dans le cadre des élections municipales. D'ici les scrutins des 15 et 22 mars prochains, on reçoit à la rédaction les candidats à la mairie de Perpignan. Aujourd'hui, c'est donc Agnès Langevin qui nous répond. Candidate investie par Place Publique, elle se présente en binôme avec Annabelle Brunet. L'une à la mairie, l'autre à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. Parmi leurs propositions, une police de proximité citoyenne, un plan de lutte contre l'habitat indigne et un festival des jardins pour reverdir la ville. Et juste avant, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Agnès Langevin, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Je vais tout d'abord rappeler votre parcours professionnel et politique. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y avait une erreur. Vous êtes d'accord ? Très bien, allez-y. Je vous en prie. Alors, vous avez 57 ans et après des études de psychologie, vous travaillez dans le secteur associatif avant d'intégrer l'hôpital de Perpignan en tant que psychologue. Vous êtes également élue depuis 2015 au Conseil régional d'Occitanie en tant que vice-présidente en charge du défi climatique, du pacte vert et de l'habitat durable. Vous avez grandi à Perpignan et en 2008, vous êtes 6e sur la liste de Jean Codogniès, ancien député écologiste. Et à l'époque, un certain Louis Alliot était déjà candidat. Depuis, vous avez été de toutes les élections municipales. En 2020, vous êtes pour la première fois à la tête d'une liste allant des écologistes aux socialistes. Et au soir du premier tour, vous arrivez en 3e position et vous réunissez 14,51% des suffrages. Après une longue réflexion, vous vous désistez finalement et appelez au Front républicain pour tenter de faire barrage à l'extrême droite de Louis Alliot. Une position que certains de vos soutiens de l'époque vous ont longtemps reprochée. 6 ans plus tard, vous vous présentez au suffrage des Perpignanais et des Perpignanaises sous la bannière Place Publique, mais nous y reviendrons. De son côté, Perpignan Autrement avait déjà lancé son collectif, les Insoumis et les écologistes, leur liste changeait d'air. Votre union avec Annabelle Brunet est donc une 3e proposition électorale à gauche. D'ailleurs, pourriez-vous nous dire pour qui les électeurs sont appelés à voter ? Pour vous-même ou pour Madame Brunet ? Alors juste, je corrige, Oui. puisque vous m'avez invité à le faire. Jean Codogniès était député socialiste et sur la séquence de 2020, Oui. une séquence et un épisode très douloureux pour moi. Oui. Le soir du premier tour, puisque vous indiquiez qu'on m'avait reproché mon choix, le soir du premier tour, alors que nous savions qu'il n'y aurait pas d'élection le dimanche suivant, puisque c'était l'explosion du Covid, le Parti socialiste, Mathias Blanc, puis le Parti communiste appelaient dès ce soir-là à faire barrage républicain. Donc c'est une... Et vous forcez un peu la main, c'est ça que vous voulez dire ? Non, mais c'est une, je trouve, cocasse que les mêmes qui se sont prononcés dès le dimanche soir, alors qu'il n'y avait pas d'urgence à le faire, voilà, distillent aujourd'hui quelques rancœurs à ce sujet. Concernant le vote, pour qui appelez-vous à voter donc Agnès Langevin ou Annabelle Brunet ? Alors nous formons un binôme, donc les électeurs sont amenés à voter pour une équipe que nous formons toutes les deux. Je serai tête de liste. C'est quelque chose qui est établi et qui sera évidemment visible sur le bulletin de vote puisque les listes sont ordonnancées. Tout à fait. Quelle stratégie pour unir les gens derrière les valeurs de gauche ? On a dit qu'il y avait plusieurs listes qui avaient porté des valeurs de gauche, des gauches du centre. Est-ce que vous avez une stratégie pour unir les électeurs derrière ces valeurs ? Alors, les Perpignanais souhaitaient une union. Nous l'avons faite avec Annabelle Brunet en responsabilité, mais aussi en conviction, après notamment la parution du sondage IFOP en décembre, qui trace cette voie possible de victoire contre Louis Alliot. Nous nous sommes rassemblés, nous avons des chemins différents, nous avons des sensibilités différentes, mais nous avons l'essentiel, j'ai envie de dire, au cœur, c'est Perpignan et ces valeurs que nous portons toutes les deux, c'est de transformer Perpignan, de lui rendre plus attractive, évidemment de traiter les questions sociales qui sont très dégradées dans notre ville et de partager nos compétences, nos expériences et notre détermination. Alors c'est pas simple, nous sortons toutes les deux
finalement de ce qu'on appelle maintenant la zone de confort, mais nous le faisons parce que nous voulons l'union pour la gagne, et c'est ce qui nous différencie aussi d'autres propositions qui sont dans des stratégies différentes. Le sondage de l'IFOP, qui est maintenant un peu ancien, donne quand même largement gagnant Louis Alliot. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous seriez la plus à même de le battre, justement ? Déjà, notre détermination, notre travail, puis nous avons déjà battu le Rassemblement national avec Carole Delga en 2021, Perpignan Intramuros, et donc les électeurs nous ont choisis devant la proposition du Rassemblement national. Et puis, au-delà évidemment du risque qui donc plane sur sa tête en termes donc de possibilités d'effectuer son mandat jusqu'à son terme, il y a son bilan. Le bilan de l'inaction, une ville qui a continué à s'abîmer, des finances qui ne sont pas rétablies. Et je crois qu'aujourd'hui, et nous le sentons, et nous sommes portés par cette force, nous souhaitons que cette ville, enfin, trouve la place qu'elle mérite, qu'elle soit dynamique, créatrice d'emplois, méditerranéenne, catalane, et qu'on puisse s'y retrouver pleinement dans ce qui fait évidemment sa population. Les instances nationales de place publique vous ont désigné pour porter la stratégie locale, à l'inverse du vote des militants locaux. La politique politicienne a-t-elle un impact sur la campagne, sur le terrain ? Alors, la politique politicienne, c'est effectivement monter en mayonnaise le vote de 6 électeurs perpignanais dans les scores qui ont été communiqués. Je crois que Place Publique est un mouvement sérieux qui mène un combat qui est celui vraiment de battre l'extrême droite, de vraiment se constituer en opposition à cette dégradation, à ces attaques contre la démocratie. Et donc, je crois que j'ai fait la preuve à la fois de mes compétences, de ma détermination, de ma capacité à rassembler. Il y a aussi des facteurs comme la notoriété, ça compte dans une élection. Et donc, nous avons collectivement estimé que nous voulions, avec l'étiquette Place Publique, derrière et aux côtés de Raphaël Glucksmann, nous donner toutes les chances de victoire contre Louis Alliot. Avec toutes ces listes et toutes ces attaques des uns et des autres, vous ne pensez pas que vous êtes un camp très fracturé, que ça va être compliqué au second tour d'unir tout ce monde ? Franchement, nous inaugurions notre permanence avant-hier avec Annabelle Brunet, et nous sommes vraiment convaincus de la dynamique. Nous avons des personnes qui nous rejoignent, le Parti socialiste, donc avec évidemment des membres importants comme Frédéric Monteil. Nous avons Marc Panis qui était aussi un dirigeant des écologistes à Perpignan. Je crois que là nous faisons la démonstration de la responsabilité, et finalement les étiquettes, nos convictions, on les garde, elles ne se diluent pas, mais on sait finalement les mettre de côté pour vraiment se donner toutes les chances de gagner. Je crois que c'est ça qui intéresse les Perpignanaises et les Perpignanais. Et quand nous sommes sur le terrain, franchement, personne nous pose cette question. Ils nous demandent évidemment quels sont notre projets pour Perpignan, nos propositions, et nous sommes vraiment portés. J'ai jamais finalement vécu une telle dynamique pour une élection municipale, parce que les jeux ne sont absolument pas faits. Ce n'est pas le monobloc qu'on nous décrivait encore il y a 6 mois ou 1 an. Il y a un effet déceptif sur l'économie, sur l'emploi, sur la sécurité, dont le bilan est quand même très négatif. Donc en fait, les gens ont envie de transformer cette ville, ont envie d'améliorer leur vie. D'accord. Vos premières propositions en novembre dernier, vous les décliniez à destination de la jeunesse. Pourquoi avoir choisi ce sujet comme premier axe de développement ? La jeunesse, c'est vraiment l'avenir d'une ville. Et moi, j'étais très frappée par les parents, les grands-parents qui me disaient, mais finalement, si mon enfant veut réussir, il doit quitter cette ville. Et ça, c'est pas acceptable. Alors évidemment,
on a ce constat des inégalités scolaires, ce constat des précarités. Un enfant sur 2 vit dans une famille sous le seuil de pauvreté. Et donc c'est dès l'école, dès même, j'ai envie de dire, la crèche, toutes les propositions de garde qu'il faut agir. Et nous sommes là en pleine compétence municipale. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé de réintroduire un petit déjeuner dès le matin, puisque trop d'enfants arrivent à l'école le ventre vide, un kit de fourniture aussi, parce qu'il faut que tous les élèves de cette ville aient les mêmes chances. Il va falloir aussi proposer des espaces à la fois d'écoute pour les adolescents, des activités, des initiatives, les écouter, des lieux où cette jeunesse crée, trouve des animations aussi culturelles, des propositions même entrepreneuriales, et bien sûr se former, s'émanciper et trouver sa voie. Il faut que cette ville soit la ville de tous les possibles. Avec l'université, qui est une université avec une qualité d'enseignement, de la proximité, un positionnement transfrontalier qui n'est pas assez encore développé. Et ça, tout ça aujourd'hui, c'est pas fait ? Non, c'est pas fait. C'est pas fait du tout. Et l'université, n'a pas le soutien politique qu'elle mérite. Il y a un contexte national difficile et nous devons vraiment nous reposer sur les enseignements qui sont dispensés. Nous devons créer aussi autour de l'université la vie étudiante, lutter aussi contre les précarités, faire que les étudiants trouvent des logements accessibles. Nous allons instaurer par exemple un ticket restaurant étudiant pour qu'ils puissent évidemment améliorer aussi... C'est une compétence régionale, non, aussi à l'université ? Que sur le bâtiment. Sur le bâtiment. Ils peuvent, la région peut aider aussi sur de la vie étudiante. Nous le faisons sur le soutien, par exemple, en termes de santé, sur des projets de lutte contre la discrimination, sur des projets de solidarité. Mais là, la ville peut effectivement renforcer l'action régionale et faire en sorte que cette ville devienne finalement un campus universitaire à ciel ouvert. Nous avons cette ambition de doubler la population étudiante à Perpignan. Elle passerait de 10 000 à 20 000, c'est ça ? À peu près. En double, il y a à peu près 9 000 étudiants, mais il y a aussi des personnes, des jeunes qui se forment en alternance, qui donc se forment en BTS, etc. Donc il y a l'université qui est le cœur, mais il y a aussi l'école SUP-ENR, il y a toutes les formations. Et nous avons aussi un projet... à terme, c'est le retour de l'université de médecine à Perpignan. La première brique de ce projet, c'est que l'hôpital de Perpignan devienne d'abord un CHU. Voilà, le processus est engagé. Il faut vraiment se battre, porter auprès de l'ARS et du ministère ce dossier. Et ensuite, effectivement, c'est une façon d'attirer soit des médecins, évidemment, à Perpignan. Certains sont nés ou ont grandi ici et auraient vraiment plaisir à revenir vivre à Perpignan. Et ça nous permettrait aussi de résoudre... d'améliorer l'accès aux soins. À Perpignan, il y a plus de 11 000 habitants qui, aujourd'hui, n'ont pas de médecin traitant. Okay. On parlait des jeunes. Nous, depuis plusieurs mois, nous travaillons avec des jeunes. Ils découvrent le journalisme dans notre rédaction. Dans ce cadre-là, certains ont souhaité poser des questions aux candidats. Et pour vous, c'est Kylian qui se lance. Donc, je vais vous donner la tablette de Kylian. Donc, il faut appuyer ici et hop, je vous mets le son. Allez. Alors, on va écouter Kylian. Voilà. Bonjour, je m'appelle Kylian, j'ai 19 ans et je voudrais vous poser une question pour des jeunes qui sont en formation ou en stage. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer l'accès au transport ? Alors, les mobilités sont vraiment une question essentielle. À la fois, j'ai envie de dire les mobilités aussi dans la tête, ce qu'on s'autorise en termes... de parcours. Les mobilités, c'est aussi celles qui nous permettent d'aller nous former, d'aller voyager. J'ai par exemple en tête le témoignage d'un enseignant au lycée Mayol qui me dit avoir des lycéens qui n'ont jamais franchi la tête.
Oui. Donc il y a à la fois se projeter, se dire que toute la ville nous appartient finalement, et ensuite il y a concrètement comment je me déplace. Alors évidemment dans la ville de Perpignan, mais aussi dans l'agglomération, puisque c'est une compétence de l'agglomération. Et donc, il y a tout un plan de déplacement, de circulation à mettre en débat pour faire coexister, bien sûr, la voiture, les déplacements piétons, les déplacements en vélo et maintenant en trottinette, puisque c'est un moyen de transport qui permet à beaucoup de personnes d'aller travailler, d'aller au cinéma, de se déplacer. Donc il faut absolument qu'on coordonne, qu'il n'y ait pas d'opposition, qu'il n'y ait pas de tension entre les différents usages. Le transport en commun, bien sûr, doit être absolument privilégié, tout comme les mobilités douces, à vélo, à condition que les gens se sentent en sécurité par rapport à ces parcours. Donc il y aura un plan d'investissement massif en termes d'aménagement et de voirie, bien sûr, mais il y aura toute une réflexion pour à la fois desservir les grands axes principaux de Perpignan, nord-sud, est-ouest. Mais la question aussi, c'est comment je relie l'ensemble des quartiers avec, par exemple, on peut proposer un circulaire qui pourrait justement un bus circulaire qui pourrait aussi accélérer le temps de trajet, ne pas aller d'un point A à un point B avant voilà, de raccourcir les distances et donc de raccourcir le temps. Sur l'accès, évidemment, en termes de tarification. Oui, Michael Hydrac, par exemple, des Insoumis, lui propose la gratuité. Alors c'est quelque chose... c'est pas le cas. Quelle est votre position là-dessus? Je pense que la gratuité n'est pas à exclure. Ce qu'il faut, c'est d'abord évidemment évaluer le report d'usagers que ça pourrait générer, être sûr que c'est le frein, et ça l'est pour des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Donc nous ne sommes pas défavorables à la gratuité, mais par contre il faut qu'elle soit pensée, il faut qu'elle soit progressive et qu'elle soit soutenable du coup sur toute l'agglomération. Donc c'est une question aussi budgétaire qui sera à négocier avec l'ensemble des élus communautaires. Pour autant, nous pouvons, nous, dans Perpignan Intramuros, évidemment, à la fois mobiliser ce qui n'est pas fait aujourd'hui, des parkings relais. Quand on dit qu'on va créer 1000 places de stationnement, en réalité, ces places, elles existent déjà. Vous avez donc... C'est les places de surface aujourd'hui, 1000. Oui, les places de surface. Vous avez le parc des expos, vous pouvez avoir une entrée à l'université. Enfin, il y a des parkings qui existent, y compris privés, qu'on pourrait mobiliser sur des grands événements le week-end. Et là, assurer des navettes, évidemment, gratuites, rapides, à peu près avec une fréquence toutes les 10 ou 15 minutes. Donc il y a un gros chantier à faire du côté du transport. Oui, vraiment des assises du transport, parce qu'il faut que ce soit quelque chose de partagé, quelque chose de planifié. Aujourd'hui, tout est chaotique. On fait des travaux de voirie, on change l'essence, on piétonise. Il faut que ce soit vraiment pensé, parce que ce sont de lourds investissements et Perpignan est sous-équipé, notamment en matière de voirie adaptée aujourd'hui, notamment aux questions climatiques. Parmi les priorités des Perpignanais, il y a aussi la sécurité. Et Perpignan compte un policier pour 613 habitants, ratio le plus élevé de France. Pourtant, les derniers chiffres de la délinquance ne sont pas bons. Et en décembre dernier, vous-même, vous avez organisé une réunion avec Jean-Louis Arajol, ancien policier devenu auteur. Quelles sont vos propositions pour lutter contre l'insécurité à Perpignan ? Alors, on a beaucoup parlé de la police nationale. Là, évidemment, le ressort d'une municipalité, ce sont ses agents, ses policiers municipaux. Vous avez dit, on a déjà un nombre d'effectifs, un nombre de caméras, un nombre d'organisations aussi. Voilà, je pense qu'on est doté suffisamment. Les agents font un travail aussi important d'appui à ces policiers qui, eux, n'ont peut-être pas les conditions optimales. On le voit sur le dossier notamment du commissariat. Pour autant, ce qui nous semble important, c'est deux choses. À la fois de
venir en appui de ce travail de sécurité, d'interpellation, de surveillance et parfois aussi d'intervention quand il y a des troubles de la tranquillité publique ou même des agressions. Il faut absolument qu'il y ait une prise en charge et un accompagnement plus préventif en termes d'éducation, de sport et de médiation. Donc nous proposons la création de 50 médiateurs sociaux, éducatifs, sportifs, y compris en intervention de nuit, qui pourront vraiment accompagner, traiter les situations quand, par exemple... Donc des éducateurs qui accompagnent les policiers municipaux, par exemple ? En tout cas, qui travailleraient en complémentarité quand, par exemple, une personne sans domicile est repérée, le verbaliser. Franchement, le nombre de verbalisations ont vraiment explosé à Perpignan. Je ne sais pas si le traitement social, si le traitement même humain, voilà, il faut absolument qu'il y ait une réponse éducative, sociale ou même sanitaire qui donc aille jusqu'au bout finalement de l'intervention de la force publique. Il y a une deuxième proposition, c'est de créer une réserve de police municipale. La gendarmerie a des gendarmes réservistes, la police nationale a également des policiers réservistes. Nous souhaitons expérimenter à Perpignan la mise en place de cette réserve. Pourquoi ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, c'est sur la base de ce qui est fait par la gendarmerie et la police, des citoyens, des retraités, des jeunes, femmes, hommes, qui vont donc être formés. Évidemment, il n'y aura pas de port d'armes et qui vont pouvoir intervenir en appui sur des périodes soit de grands événements, soit quand il y a des manques d'effectifs l'été, et qui vont donc assurer des missions de police municipale. Alors l'intérêt, c'est évidemment de renforcer les équipes, notamment par exemple l'été ou lors de grandes manifestations. L'intérêt, c'est aussi de former. Il y a des jeunes qui peuvent du coup tester leur appétence ou pas à ces métiers. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une implication citoyenne. C'est-à-dire que quand des habitants de Perpignan, quand des jeunes, des moins jeunes viennent travailler au contact des policiers municipaux, déjà c'est une connaissance. Le SNU version municipale un peu ? Oui, c'est vraiment la déclinaison de la réserve de la gendarmerie ou de la réserve de la police municipale. C'est très encadré, bien sûr. La formation est là et ça permet aussi d'échanger, d'avoir aussi une autre vision du travail de la police municipale. Et je trouve que c'est un partage des responsabilités de cette question de la sécurité qui reste la base de notre contrat social. Sans sécurité, je ne descends pas avec mes enfants jouer, je ne suis pas à 20h dans les rues de Perpignan alors qu'il y a des animations parce que j'ai des craintes, je ne suis pas en tant que jeune fille stressée parce que j'en ai ras la casquette du harcèlement de rue. Voyez, et donc c'est une force collective qui pourra évidemment intervenir et prendre mieux à bras le corps les questions de sécurité. Et puis c'est aussi, et c'est pas neutre pour certaines personnes, un complément de revenus puisqu'il y a une rémunération. Bien sûr. Au-delà du trafic de stupéfiants et de la violence qu'il engendre, une grande partie des coups et blessures sont aussi à l'intérieur de la famille. Comment la ville peut agir sur ce fléau ? Alors, ça, c'est évidemment une cause à laquelle je suis fortement sensibilisée. J'ai commencé mon engagement militant par le féminisme et le planning familial. Notamment. Oui, mais on était bien sûr en contact avec l'ensemble des structures d'accueil de femmes et d'enfants aussi, et par évidemment ma formation et mon métier. Donc en fait, la municipalité, c'est vraiment être présent, en appui. Ça peut être de la mise à disposition de logements, de la facilitation évidemment du parcours administratif. Ce sont des campagnes de prévention beaucoup plus actives, présente dans la ville, d'ailleurs en termes de lutte contre les discriminations, de prévention des violences sexuelles et sexistes. Nous proposerons
une campagne municipale de communication pour chaque thématique, pour que ça puisse évidemment être partagé, être mis en visibilité. Ce sont des combats essentiels, notamment dès le plus jeune âge, à l'intérieur des familles évidemment. Et ça, la police municipale aussi connaît, détecte et intervient. Il faut qu'il y ait dans chaque commissariat de police municipale, dans chaque antenne, mais aussi dans chaque lieu public, à la mairie annexe, il faut qu'il y ait des référents formés qui sachent détecter et qui sachent bien orienter les victimes. Le préfet et le procureur ont demandé aux municipalités d'apporter aussi des moyens immobiliers pour éloigner les auteurs de violences intrafamiliales. On sait que Louis Alliot, lui, il est plutôt favorable à mettre les auteurs de violences familiales en prison directement. Vous proposeriez des logements aux auteurs de violences ? La réponse, elle est d'abord judiciaire. Ensuite, ça dépend de ce que demande le juge et de l'application, des modalités d'application de la peine. Et donc, effectivement, aussi des peines aboutissent sur de l'éloignement et donc de la mise à disposition de logements. Bien sûr, il faut absolument accompagner tout ce processus aussi, bien sûr, de protection et ensuite d'application pleine et entière de la peine. Nous avons travaillé sur les visages de la précarité à Perpignan et ils sont multiples. Le taux de précarité a explosé et avec plus d'un tiers des Perpignanais et des Perpignanaises qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Que peut faire une mairie pour changer ça ? D'abord, travailler sur la restauration, la rénovation urbaine, sur vraiment un grand plan. Il faut en finir avec le logement indigne. Encore avant-hier, un immeuble s'est effondré à Saint-Jacques, heureusement sans victime. Donc là, c'est vraiment un plan Marshall. La première des protections, c'est celui du logement digne. Il y a 15% de logements vacants à Perpignan, donc c'est un chantier important et qui en plus procurera évidemment de l'emploi et des marchés pour les entreprises. Donc d'abord le logement, ensuite bien sûr l'alimentation. Ça c'est aussi très important et les canaux évidemment d'une municipalité. L'école est une première maille de cette solidarité avec la qualité des repas, je le disais, servis à la cantine bien sûr, mais aussi... La gratuité de la cantine par exemple ? La gratuité on l'étudiera, mais là aussi moi je suis pas... Il faut absolument qu'on puisse accéder, en tout cas pour les familles les plus vulnérables, à une alimentation saine et équilibrée. Pareil pour le petit déjeuner du matin. Donc effectivement, il faut mettre le paquet sur la qualité de la restauration scolaire. Il y a aussi l'outil de la solidarité, c'est le CCAS dans les municipalités. Donc il y aura un diagnostic beaucoup plus approfondi. Et puis ce travail aussi d'accompagnement, de repérage, parce que la grande pauvreté, elle est souvent invisible. Cachée, oui. Elle est cachée. Donc il faut qu'on sache aussi détecter, ne pas évidemment stigmatiser et appuyer toutes ces associations qui ont cette compétence. Je pense à ATD Carmonde qui connaît extrêmement bien ces familles, qui propose des solutions vraiment innovantes en termes y compris de formation, y compris de retour à l'emploi. Et ça va être une priorité parce qu'une ville où on masque vraiment les situations de précarité est une ville qui ne peut pas prospérer, est une ville qui ne peut pas retrouver sa dynamique. Et c'est une ville aussi qui s'enfonce, qui s'abîme. Et c'est aussi un des freins à l'attractivité d'une ville parce que il faut qu'on puisse trouver des personnes, des familles qui retrouvent la confiance, le pouvoir d'achat, le pouvoir de se former, le pouvoir de vivre, c'est extrêmement important. Vous l'avez dit, ça passe aussi par la lutte contre la précarité, ça passe aussi par l'emploi. Et le développement économique, c'est surtout une compétence dévolue à la communauté urbaine. Serez-vous aussi candidate à Perpignan Méditerranée Métropole, pardon ?
Je serai maire de Perpignan et je serai très active au sein de la communauté urbaine. Ensuite, ce sont des élections. Moi, je veux me consacrer au mandat de maire. Je pense qu'Annabelle Brunet a toutes les qualités pour exercer cette présidence. Et je trouve que nous sommes très complémentaires et avec cette volonté de remettre la ville-centre Perpignan au cœur de la dynamique de l'attractivité du territoire. On ne peut pas être en dehors de l'agence d'attractivité. On ne peut pas ne pas avoir de stratégie de développement économique, de diagnostic solide. On ne peut pas ne pas avoir, par exemple, à Perpignan, de sièges de grandes entreprises. Il faut absolument que nous remontions ce fameux classement pour nous positionner dans le top 10 des villes attractives. Nous sommes une ville méditerranéenne, catalane, voilà, dans le triangle Toulouse, Montpellier, Barcelone. Nous avons un tissu économique très actif, des entrepreneurs, y compris dans les quartiers populaires, qui sont pleins d'énergie. Si je prends par exemple la filière de l'IA et du numérique, il y a sur cette agglomération 350 entreprises qui travaillent dans ce secteur, parfois à bas bruit. On ne les connaît pas. Nous avons l'école du Soleil avec l'IDEM, nous avons l'école 42. Nous pouvons structurer une filière. Et malgré tout, aujourd'hui, on a le chômage le plus élevé de France. Oui, mais parce que on n'est pas en capacité d'être une ville qui attire un jeune couple d'ingénieurs. Par exemple, il vient s'installer à Perpignan s'il se sent bien dans sa ville, s'il est accueilli, et puis être dirigé par une ville d'extrême droite, par Louis Alliot, c'est une image négative. Encore hier, il y a un chef d'entreprise qui m'a dit « Moi j'ai honte de dire que je suis à Perpignan. C'est pour ça que j'ai domicilié mon entreprise au Soleil. » Il y a des personnes qui renoncent à investir à Perpignan parce que la ville est dirigée par l'extrême droite. On est en chute libre sur l'organisation de congrès. Il y a un sujet bien sûr de capacité d'accueil, c'est la raison pour laquelle nous proposerons une réelle cité internationale des congrès. Mais pourquoi ? Parce que, alors, peu de congrès, alors le congrès du RN, ça c'était assez fastoche, hein. Mais sinon le dernier grand congrès c'est celui de l'UMI, mais il n'y a rien eu, parce que quand vous êtes, je sais pas, je dis la fédération de cardiologie ou je sais pas quelle autre organisation, voilà, je veux dire, si la tradition veut que les congressistes soient accueillis par leur maire. Ces personnes-là, beaucoup, ne veulent pas être pris en photo à côté de Louis Alliot. Et ce n'est pas un truc politicard, c'est la réalité. Beaucoup de personnes évitent Perpignan parce que c'est une ville entachée de cette image du Rassemblement national, et ça pèse beaucoup. Et ce tourisme d'affaires qui est essentiel aussi pour le maintien de l'aéroport, pour développer nos connexions, la LGV dont on a absolument besoin rapidement, il faut qu'on puisse attirer et faire en sorte qu'il y ait des personnes qualifiées, des cadres. Hein. On a un taux de cadres vraiment inférieur à la moyenne régionale. Nous avons des emplois saisonniers, parfois peu qualifiés. Donc il faut vraiment qu'on retrouve cette niaque, j'ai envie de dire, et une image positive, sereine et attractive pour notre territoire. Le candidat de la droite et du centre, Bruno Nogared, propose un plan ombre comme dans les villes du sud de l'Espagne. Et vous, quelles sont vos propositions pour les écoles, l'habitat, la lutte contre la sécheresse ? Comment adapter Perpignan au climat de 2030 ? Alors j'aime bien l'ombre quand il fait chaud, mais j'aime bien la lumière aussi, hein, celle qui nous permet aussi de mettre le focus sur Perpignan. Alors évidemment, pour moi, c'est un marqueur et surtout une action essentielle, celle de l'adaptation au changement climatique. Hein. Perpignan, 50 degrés, c'est pas dans 10 ans, dans 15 ans. En mai dernier, il y avait déjà des classes, des logements où il faisait 50 degrés, les rues étaient désertes, les commerçants n'ont pas bossé. Donc c'est un vrai sujet, on l'a vu notamment avec la crise de la sécheresse. Donc pour s'adapter au changement climatique, il y a déjà
a, j'en parlais tout à l'heure, beaucoup de recherche, d'innovation à développer en lien avec l'université. Et il y a bien sûr la façon dont on va aménager la ville, dont on va construire, dont on va rénover, avec cette question du confort d'été dans les matériaux utilisés. Mais il y a bien sûr la végétalisation, en faisant attention bien sûr aux espèces évidemment que l'on choisit, surtout quand on manque d'eau. Et puis pour porter cette dynamique de renaturation, de désimperméabilisation, Louis Alliot, avenue des Baléares, a créé des îlots de chaleur. Hein. Évidemment, on ne fait plus ça. Enfin, c'est quand même assez surréaliste de continuer à bétonner des voiries comme il le fait. Et donc, pour porter ce grand projet, finalement, de retrouver cette identité méditerranéenne, on va créer un festival des jardins de la Méditerranée. Ça a été fait dans d'autres villes, on va s'en inspirer. C'est-à-dire qu'à travers ce festival, des jardins privés, publics, des espaces publics, on va pouvoir se réapproprier la question de la végétalisation avec des installations artistiques, des aménagements paysagers. Ça sera un temps fort évidemment de l'animation de la ville, mais aussi en dehors de la période du festival, les gens vont évidemment être associés, vont être accompagnés pour à la fois embellir, planter, s'approprier aussi vous faites appel aux citoyens, c'est ça ? Oui, mais parce qu'on sera autour d'un projet partagé. Je pense que ce qui nous manque dans Perpignan, surtout quand il s'agit de transformer, de changer des habitudes, c'est pas toujours facile, hein. C'est très long, surtout. C'est long, c'est pour ça qu'il faut créer une dynamique et surtout il faut créer du sens, il faut créer de la convivialité, il faut créer un but, il faut savoir fédérer. Et donc pour ça, d'autres villes, je le dis, l'ont fait. Un festival qui, on pense par exemple à Gérone, à la fête des fleurs, hein, par exemple. Il faut un grand temps de rassemblement populaire qui nous permette évidemment, entre les deux éditions, de travailler. Et donc ce festival sera aussi cette ossature de ce grand projet d'adaptation au changement climatique. Nous avons historiquement, Perpignan est construite en fonction des canaux qui sont toujours là et parfois qui causent aussi des effondrements. Ouais. Donc ça, la réappropriation de ces questions, c'est à la fois une question patrimoniale mais une question d'avenir. On peut retourner les choses et devenir la ville des canaux. D'accord. Vous en avez parlé plusieurs fois de la catalanité, de l'identité de la ville, Perpignan-la-Catalane, devenue Perpignan-la-Rayonnante. Vous avez même lancé une pétition. Pourquoi vouloir revenir à Perpignan-la-Catalane ? Parce que c'est notre identité, parce que c'est notre fierté. Et c'est une identité qui est ouverte, c'est une identité qui est choisie. Ce n'est pas une question d'identitaire, ce n'est pas quelque chose de fermé, de sectaire ou de rance. C'est vraiment retrouver ce que nous sommes, ce qui nous fédère, ce que l'on choisit d'être. Et ça, c'est extrêmement important. Quant à Perpignan, la rayonnante, on la voit, ça rayonne en rien. Et c'est vraiment un slogan qui a été affiché. Qui n'a rien, même en termes de ce qu'on appelle le marketing territorial. Enfin, franchement, c'est pas du tout porteur en termes ni de valeur, ni de couleur, j'ai envie de dire, et d'énergie. Pour cette campagne, le maire sortant, Louis Alliot, est dans tous les médias nationaux en raison, entre autres, de s'être démêlé avec la justice. Les Insoumis, eux, ont fait le choix de faire venir plusieurs cadres de leur mouvement. Pour rappel, en 2020, vous-même aviez convié Yannick Jadot et Raphaël Glucksmann lors d'un meeting. Est-ce que ce dernier était également convié pour cette campagne ? Raphaël Glucksmann viendra à Perpignan. Il viendra à Perpignan, c'est une annonce. Donc. C'est une annonce. Ok. Il y a encore 2 dates dans la... À choisir, c'est ça ? Oui, il y a une un arbitrage qu'il doit faire en fonction de son propre agenda. Sur 2 dates, mais nous aurons vraiment le plaisir de l'accueillir à Perpignan et je suis très très heureuse de son soutien. Perpignan au niveau national est bien sûr observé comme une grande ville, mais quel est l'intérêt de nationaliser une élection locale ?
Je ne sais pas si elle est nationalisée à tel point. En tout cas, nous, on est sur le terrain. Nous sommes une équipe très diverse. Je pense que les écuries nationales ne se sont pas tant finalement investies que ça. Donc, je trouve que c'est une élection qui se joue et une partie qui se joue en local. C'est la raison pour laquelle je disais que notre proposition, c'est vraiment l'union pour la gagne. Nous jouons la partie locale. Nous ne jouons pas comme, par exemple, la France insoumise, et ça leur appartient, des stratégies de maintien de la mobilisation de leur électorat, puisque pour eux, l'élection reine, c'est la présidentielle. Pour Mathias Blanc, c'est quelques places dans l'opposition. Nous jouons vraiment la gagne et nous jouons la municipale pleine et entière, ici et maintenant. Il nous reste 2 sujets que nous n'avons pas encore traités. Pourriez-vous nous dire vos propositions sur les 2 thèmes primordiaux pour le quotidien des Perpignanais et des Perpignanaises? Je parle bien sûr de la culture et du sport. Alors, la culture, c'est là aussi, hein, c'est ce qui doit à la fois irriguer la ville. On a des pépites, hein. Je pense bien sûr à la Casa Musicale, je pense à l'Institut Jean Vigo. Il faut que cette culture, elle soit populaire, qu'elle soit partagée et surtout qu'elle soit soutenue. Il y a évidemment les musées et donc un des grands projets, c'est de rénover le musée d'histoire naturelle, hein, qui est dans le cœur du quartier Saint-Jacques. Ça va être à la fois un équipement important, hein, pour évidemment rénover le quartier, mais aussi pour finalement nous interroger à travers à la fois les collections qui sont extrêmement riches aujourd'hui au muséum, mais aussi des interventions d'artistes. Hein. Il y a beaucoup de créateurs, hein, qui maintenant interrogent ce que notre rapport, passé, et puis même notre rapport au vivant, à la biodiversité. Les enfants, les parents sont extrêmement finalement gourmands, hein, de ces propositions. Ce sont des musées qui marchent très bien. Il y a le théâtre de l'Archipel aussi, dont la situation est un peu compliquée. Donc on aura vraiment des sujets, des dossiers à prendre à bras le corps, parce qu'une ville sans culture ne peut pas être une culture vivante. Cette culture, elle doit être populaire, accessible et finalement visible dans l'espace public. Et c'est pour ça que ce festival aussi des Jardins de la Méditerranée, c'est prendre place dans l'ensemble des rues de Perpignan. Ça, c'est le volet culturel, avec vraiment un appui très important aux associations culturelles qui aussi, dans les quartiers populaires, font un travail remarquable auprès des jeunes et des familles. Sur le sport. Alors, ce sport, on a 2 projets finalement, parce que le sport, c'est évidemment le soutien au club, hein, mais c'est aussi des équipements sportifs. Hein. C'est très important de pouvoir pratiquer sa discipline. Donc l'idée, c'est quand même de créer un 2e parc des sports, en tout cas une proposition de parc des sports au nord, mais dans une version un peu différente de ce que nous avons au Moulin à Vent, où on a tout de regroupé. C'est plutôt d'être sur cette diagonale des sports, hein, qui longerait la diagonale du Vernet, du parc des expositions, jusqu'à la piscine, en passant bien sûr par les 2 stades emblématiques de rugby, mais aussi par le gymnase Pons. Donc à la fois ces équipements structurants, des lieux de mutualisation, hein, pour les dirigeants des clubs, pour accueillir peut-être un centre d'excellence sportive avec là une offre en tout cas de gouvernance mutualisée et peut-être d'équipements plus pointus. Et puis autour de cette diagonale, une trame finalement, hein, un parcours de santé qui pourra permettre la pratique sportive, d'être arboré, des lieux de rencontre. Comme à Nice, hein. Il y a ce genre de choses. Oui, j'ai d'autres références en tête que Nice. Allez-y, mais en tout cas,
Non, mais les plus au sud, c'est Valentia, mais Ok. dans la Touria. Mais voilà, d'avoir cet axe qui constituera aussi une coulée verte dans cette ville et qui, là aussi, transforme cette coulée, qui pourra transformer et faire en sorte que, y compris le quartier du Vernet, soit traversé, soit vraiment pleinement habité. Et l'autre proposition aussi qui est assez demandée, donc je suis à l'écoute aussi évidemment des clubs, c'est la rénovation du stade Jean Lafont, puisque on aime beaucoup le rugby, beaucoup les deux rugby, mais le nombre de licenciés qui jouent au football est très important à Perpignan. Et là aussi, une ville comme Perpignan doit avoir un club de foot qui joue donc à un niveau évidemment supérieur. Et ça suppose d'aménager le stade Jean Lafont pour accueillir ce niveau de compétition. Donc le foot aussi doit trouver sa place à Perpignan. Et puis bien sûr le soutien à tous les clubs, de la gym volontaire jusqu'aux pratiques d'arts martiaux, les nouveaux sports, le ping-pong qui a connu un essor après les Jeux. Voilà. Mais le sport, c'est aussi évidemment c'est très important pour la santé, pour la lutte contre l'obésité, pour les personnes âgées conserver une motricité importante. Enfin, le sport, comme dirait l'autre, c'est la vie. Agnès Langevin, nous arrivons au terme de cet entretien. Une toute dernière question. Sincèrement, pourquoi voulez-vous être maire de Perpignan? Et je précise que vous seriez la première femme à ce mandat. Franchement, j'ai grandi dans cette ville. Je souhaite évidemment être en responsabilité pour agir. Le reste, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je suis très attachée à cette ville. J'ai eu l'occasion de le dire. Je sais ce que je dois au tissu associatif, à l'école populaire, à l'éducation populaire, mais aussi qui est une école populaire. J'ai envie vraiment... Je l'imagine, cette ville. Je la sens, je la vis. On nous dit son potentiel, son énergie. Et j'en ai marre que ce soit un gâchis. Et j'en ai marre d'entendre qu'on a honte d'habiter à Perpignan parce que dirigé par l'extrême droite. Donc voilà, on mène le combat. Je ne suis pas toute seule. Avec Annabelle Brunet, il y a cette formidable équipe, des soutiens. Nous nous sentons vraiment portés. Et je pense qu'on va gagner. C'est ça notre cap et notre combat. Merci beaucoup. Merci à vous.